notre personnalité et notre fausse identité. Notre personnalité est l'identité que l'on utilise pour que l'on puisse s'adapter à la société. Mais notre véritable identité, elle est autre, et c'est quelque chose que l'on peut appréhender par le ressenti, par la connexion à son moi profond. Nous ne sommes pas isolés dans l'espace-temps, nous sommes reliés à plus grand que nous-mêmes, ce qu'on appelle le soi. Et notre soi, qui nous est inconscient à nous-mêmes, est en mesure de savoir, lui, quelles sont les réalités futures qui sont possibles et qui sont en plus les meilleures pour nous. La seule recette, c'est l'authenticité de l'être. Bonjour Philippe Guillemont. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ingénieur physicien du CNRS, docteur en physique et habilité à diriger des recherches. Vous êtes aussi conférencier et auteur de plusieurs ouvrages sur la physique. Vous venez de publier un nouveau livre intitulé « La physique du futur lumineux, dialogue entre artisans d'une science plus humaine » aux éditions Guitry-Daniel. Un ouvrage à vocation pédagogique qui présente de façon romancée et accessible vos recherches sur la physique de la conscience et la façon dont elle pourrait bouleverser notre vision du monde et de l'univers. Alors, vous expliquez notamment dans votre livre que la science a été défigurée par le scientisme, qu'elle est prisonnière de dogmes, de croyances et d'intérêts matérialistes qui nourrissent une vision approximative et incomplète de la réalité, conduisant l'humanité dans l'impasse. Quelle est la différence entre la science et le scientisme selon vous, et en quoi le scientisme nuit-il à la science ? La science, n'est pas nécessairement la seule méthode d'accession au réel, à la compréhension du monde. D'abord, le monde nous apparaît de manière expérientielle. Le monde, la réalité est une expérience. Alors que la science, elle impose des filtres, des modèles, des dogmes, avec en plus des outils mathématiques qui imposent leurs propres contraintes. Donc ça limite le champ d'investigation et on a une méthode scientifique qui s'oblige à l'objectivité, donc à la reproductibilité, et tout doit passer par la mesure et non pas par l'expérience directe du réel, ce qui impose d'emblée finalement, au bout du compte, un modèle matérialiste. Parce que si on partait de la première chose qui nous permet d'appréhender le réel, c'est-à-dire la conscience, on serait obligé d'inverser en quelque sorte l'objectivité et la subjectivité, pour le dire simplement. Et le scientisme considère que la science, malgré toutes ces approximations finalement, est la seule façon d'appréhender le réel, ce qui l'oblige à accepter toutes les conséquences de ces méthodes, et notamment le matérialisme, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Faire autrement, pourtant, ça consisterait à remettre la conscience au premier plan, puisque la conscience est plus réelle que la matière, c'est-à-dire que je suis, quand Descartes disait « je pense donc je suis », il disait « je pense donc je suis conscient ». La conscience est première. Et ça, la matière, c'est quelque chose dont je ne suis pas certain que ça existe réellement. Ce sont mes sens qui me l'apportent. On pourrait vivre dans une simulation, je ne le crois pas, mais on pourrait, au-delà de cela, vivre dans une réalité, et ça je le crois plutôt, holographique, auquel cas ceci n'a pas besoin d'avoir une existence réelle. Et aujourd'hui d'ailleurs, les physiciens comprennent que l'espace, le temps et la matière n'existent pas réellement, mais sont ce qu'ils appellent émergents. Ils émergent d'une réalité plus fondamentale qui est considérée comme un univers d'information. Voilà, ça c'est objectif. Nous vivons dans un univers d'information. C'est vraiment objectif parce que les informations sont ce par quoi la conscience accède au réel.
Après, il reste à savoir qu'est-ce qui fait la transformation entre cet univers d'information et nos appréhensions d'espace, de temps et de matière. Et d'après la physique, ça serait quelque chose qui ressortirait du principe holographique. Alors, vous insistez aussi sur le fait que cette conception scientiste, donc finalement erronée de la science, selon vous, et qui porte aussi en elle les germes du transhumanisme, par sa vision mécaniste et matérialiste du monde, est en voie d'effondrement, un effondrement d'ailleurs facilité par l'irruption de la crise sanitaire. Et vous soulignez que cet effondrement doit être vu comme une opportunité et interprété de façon positive, malgré l'apparence sombre de l'évolution de l'humanité pour le moment. Pourquoi cet effondrement est-il positif selon vous? Et est-il indispensable pour que l'humanité se libère de ses conceptions et reconstruise une science plus humaine? Alors il est nécessaire et indispensable, oui déjà, parce que si on continue sur la voie inertielle actuelle, c'est-à-dire la société qui, dans son élan avec la consommation, etc., s'il n'y a pas à un moment donné de remise en question du système qui est fondé sur des valeurs matérialistes, on ne va jamais y aller. Donc il faut qu'à un moment donné, il y ait des grains dans les rouages. Il faut que ce système... Parce que l'organisation sociale, elle est fondée, elle est pyramidale déjà. Cette organisation pyramidale est fondée sur l'idée que, notamment sur beaucoup de choses, et notamment sur la compétition, qui elle-même est fondée sur le darwinisme dont on se rend compte qu'il est faux. Même Darwin disait si on n'a pas trouvé ceci, cela, bon... et puis on se rend compte surtout que cette histoire de hasard des mutations, ça ne tient pas du tout la route. Mais enfin bon. Et puis ce déterminisme qui est à la base des valeurs du mental, des valeurs de la logique, de l'organisation, tout ce qui est de l'ordre de l'analytique, est fondé sur le mécanicisme en fait, hein, puisque nos capacités d'analyse sont fondées sur un filtre qu'on impose sur la réalité qui implique que la réalité fonctionne de manière mécanique. Donc il y a tout un tas de choses qui n'auraient pas été remises en question de manière naturelle. La science fait des progrès, bien sûr, mais en même temps qu'elle fait des progrès, elle avait tendance à rester dans ce cadre. Et tant qu'elle reste dans ce cadre, finalement, elle s'empêche de faire le véritable grand progrès qui est nécessaire et qui est douloureux. Et s'il n'y a pas d'événements comme le Covid et tout ce qui arrive en ce moment, finalement, qui vient mettre un terme à cette façon de penser qui est essentiellement déshumanisante, on ne va jamais trouver la bonne voie d'évolution de l'humain. C'est un cercle vicieux. Et en fait, ce cercle vicieux s'est transformé en effondrement, et c'est un bien. Parce que s'il ne s'était pas transformé en effondrement, on serait allé dardard vers le transhumanisme, et ça aurait été un grand mal. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des découvertes immenses qui sont issues de la physique en particulier. Bon, moi je suis physicien, je pense essentiellement à ça, mais qui n'ont pas été interprétées dans le nouveau cadre qui aurait dû se prévaloir. Et donc on est resté sur l'ancienne conception, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré les immenses progrès de la science, on apprend toujours la même chose à l'école, avec les mêmes fondements. Alors, première chose, et aussi le fait qu'il y a énormément d'expériences, d'anomalies du réel qui défient les lois physiques. Et toutes ces expériences extraordinaires qui s'accumulent depuis des décennies et dont beaucoup ont fait l'objet d'expériences scientifiques qui ont démontré la réalité de ces phénomènes, n'ont jamais pu être interprétées parce qu'on interdit, on considère que c'est soit de la pseudo-science, soit parapsychologie, ou du grand n'importe quoi. Enfin, donc voilà, c'est à nouveau ce cercle vicieux qui empêche
la science de traiter des anomalies. Or, un scientifique qui ne s'intéresse pas aux anomalies n'est pas un vrai scientifique. Donc la science a fini par bâtir un système qui fonctionne avec un cercle vicieux qui fait qu'elle n'est plus scientifique. Le système de la science n'est plus scientifique. Pour que le système de la science redevienne scientifique, il faudrait qu'il s'intéresse aux anomalies du réel en priorité. On va reparler de ce sujet, notamment des expériences extraordinaires dont vous parlez aussi dans votre livre. Donc, le cœur de votre ouvrage porte sur cette physique de la conscience. L'un des personnages du livre, Luc, un jeune physicien, révolutionne la science en démontrant notamment que la conscience ne doit plus être considérée comme un produit du cerveau, mais comme une structure vibratoire qui agit comme un système intuitif de navigation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la conscience ne serait pas issue du cerveau et en quoi cette nouvelle compréhension de la nature et du fonctionnement de la conscience humaine pourrait bouleverser aussi notre vision du monde? Sur cette dernière question, ce bouleversement, il est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut remettre la statue de la connaissance à l'endroit, remettre la conscience en premier et la matière ensuite, et non pas la matière en premier et la conscience ensuite. Ça, c'est la physique qui nous le crie, hein, puisque la physique réduit la matière à des vibrations, elle anéantit l'espace, elle remet en question complètement le temps, c'est-à-dire tout ce sur quoi nos modes de raisonnement, notre intellect est fondé, est remis en question, c'est-à-dire que c'est considéré comme quelque chose qui est produit, et non pas comme quelque chose qui est fondamental. L'espace et le temps sont des produits de quelque chose de plus fondamental. Donc comment faire de la... C'est un peu comme si on faisait une science qui se base sur les apparences, au lieu de faire une science qui se base sur la réalité. Et ce que la science découvre, c'est que la réalité, elle est plus fondamentale que ça, que le vide n'est pas vide, que la réalité est plutôt faite d'informations et de vibrations, etc., etc. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu là, mais... Oui, c'est ça, parce que vous écrivez que finalement, nos perceptions ne viennent pas du cerveau, mais des vibrations infinitésimales du vide et donc de la conscience, et que le cerveau sert à reconnaître et à analyser l'information, mais pas à la voir en réalité, et que c'est cette conscience qui est à l'origine de notre perception du réel. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé par mes travaux. Puisque j'ai fait beaucoup d'intelligence artificielle. J'ai été parmi les premiers sur la planète à fabriquer des cerveaux visuels artificiels. J'ai d'ailleurs été honoré pour ça. C'était au tournant des années 2000, alors que l'intelligence artificielle a vraiment pris son essor seulement 10 ans après. Et à cette époque-là, j'étais encore relativement... J'ai jamais été totalement matérialiste, mais je l'étais. Je n'étais pas... dans la spiritualité, je pensais que oui, peut-être que la conscience pouvait être produite par des algorithmes, je doutais un peu, mais j'étais quand même dans cette réflexion, au point que j'ai eu du mal à interpréter certaines propriétés de mes réseaux de neurones, de mes cerveaux artificiels, et notamment le fait qu'ils n'étaient pas capables de reconstruire l'information visuelle, c'est-à-dire que je développais des cerveaux visuels qui reconnaissaient parfaitement des objets complexes, en mouvement, mais l'information qui était stockée dans le réseau ne pouvait permettre de reconstruire qu'une image extrêmement déformée de la réalité. Donc j'ai pensé dans un premier temps que, évidemment, mes réseaux de neurones sont loin de la réalité. Et puis ce n'est que 10 ans après, lorsque j'ai découvert que les collègues qui utilisaient d'autres méthodes, et notamment du deep learning, avaient exactement le même problème pour reconstruire des images, par exemple, que j'ai fini par comprendre qu'un cerveau ne sert pas à voir. Un cerveau ne sert pas à créer l'information grâce à laquelle on voit. Un cerveau, ça sert uniquement à reconnaître, à analyser, à obtenir le meilleur comportement face au réel, et c'est tout un tas de choses, une myriade de choses utiles pour s'adapter à l'intérieur d'un corps humain, pour s'adapter en société.
mais pas avoir la vision, et toutes les perceptions en général ne sont pas expliquées par la science. On appelle ça le problème difficile de la conscience. Je limitais ce problème difficile de la conscience aux perceptions élémentaires telles que celle de la couleur, et je n'imaginais pas qu'un cerveau ne pouvait même pas reconstruire une image. C'est lorsque j'ai compris qu'un cerveau ne pouvait réellement pas du tout reconstruire une image, et que je m'en suis rendu compte dans la pratique dans un premier temps, après dans les publications des collègues, et ensuite dans un troisième temps, je m'en suis rendu compte dans la théorie elle-même, à cause de la perte d'informations dans les interactions, mais ça je passe là-dessus. J'ai compris à 100%, j'ai compris avec une certitude à 100%, pardon, que le cerveau ne pouvait absolument pas reconstruire l'information visuelle de la conscience visuelle. Et donc, pour des raisons purement techniques, théoriques, enfin, des raisons vraiment très rationnelles, j'ai compris qu'il fallait trouver une autre nature à la conscience. Et beaucoup d'autres raisons, ensuite issues de la physique, mais aussi, bien entendu, issues de l'expérience, par exemple les morts imminentes, etc. Et tout finit par coller, hein, lorsqu'on intègre la technique, la théorie, les expériences, les témoignages, etc. Tout finit par coller pour nous dire que la conscience, c'est quelque chose qui, structurellement, fait partie du vide. C'est-à-dire l'information de la conscience est composée de vibrations du vide. On va dire que le vide est comme un peu un océan d'informations qui sous-tend le réel. Le réel, c'est quelque chose, on va dire, ok, de matériel, mais qui est immergé ou qui flotte à la surface d'un océan qui détermine le réel à venir. Non pas qui détermine le réel dans le futur proche. Le réel, ce qui va nous arriver dans le futur proche, est déterminé par la causalité, pendant un certain temps, qui peut être extrêmement variable, très court pour les systèmes vivants, très long pour les planètes. Mais ce qui détermine le réel à long terme, plus ou moins à long terme, c'est quelque chose qui est franchement, structurellement lié à l'information du vide, et donc à l'information de la conscience. Oui, c'est ce que vous évoquez effectivement, donc c'est le fonctionnement, la façon dont la conscience remet en question la conception que nous avons du temps, et notamment dont le futur peut influencer le présent. Et vous vous expliquez que le futur est déjà réalisé, mais qu'il n'est pas figé, et qu'il peut changer, et effectivement comme le parcours d'un GPS sous l'influence vibratoire de la conscience, et donc qu'il n'existe pas un futur unique, mais finalement une myriade de futurs potentiels pour chaque individu. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce futur est déjà créé, et finalement de quelle façon il influence le présent, et pourquoi est-ce qu'il peut néanmoins changer s'il existe déjà? Comment se fait-il qu'il puisse pourtant évoluer? Alors il est nécessaire que le futur, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Enfin, moi en tant que numéricien, si je devais faire le calcul du futur, si je devais le calculer, je ne pourrais le faire que si il existe déjà, et en opérant par modification progressive. Parce que sinon, on aboutit à des bugs. C'est-à-dire que, comment dire, on ne peut pas calculer la réalité à partir du présent. Elle est incomplète. Et même si on savait tenir compte, d'ailleurs on ne peut même pas tenir compte à partir du présent, de l'action des vibrations hors du temps sur le réel, pour ce qui concerne les calculs du présent. C'est juste pas possible. Dans le présent, on a la mécanique, on a les lois physiques qui déterminent ce qui arrive. Si on ne dispose pas de la trajectoire ensuite du futur, on ne peut même pas appliquer les calculs complémentaires qui consisteraient à tenir compte des vibrations du vide pour modifier cette trajectoire. Ou autrement dit, un ingénieur, un physicien
numéricien qui serait en charge de développer une simulation de la réalité ne pourrait le faire que si on lui donne déjà une version de la réalité. On ne peut pas faire de calcul si on ne dispose pas déjà d'une version de la réalité. D'accord ? Et c'est à partir de la version de la réalité, donc du futur, dont on dispose, qu'on peut progressivement modifier cette réalité dans le futur. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est ainsi que l'espace-temps fonctionne. Dans la théorie de l'univers cyclique que je propose, mais je suis loin d'être le seul à proposer cette théorie, c'est Roger Penrose, physicien aujourd'hui prix Nobel, qui a proposé aussi une théorie de l'univers cyclique. Donc moi, dans cette théorie, je considère que le futur évolue en même temps que nous évoluons dans le présent. C'est tout l'espace-temps dans toute son étendue, dans le passé et dans le futur, qui, en vibrant au sein de sa structure, finit petit à petit par évoluer. Hein ? Imaginez, vous avez une trajectoire. Vous avez une trajectoire d'un GPS instable, et vous faites vibrer le fondement de la réalité, ben cette trajectoire finit petit à petit par se réajuster en passant par des points obligatoires. Il y a des bifurcations qui permettent de modifier la réalité à certains instants du temps. On devrait plutôt parler lors de certains événements. Ce n'est que lorsque se produisent certains types d'événements que l'on peut modifier la réalité. Ce n'est pas en la faisant glisser de manière continue. Donc c'est une opération discontinue. La réalité se conforme effectivement à la trajectoire d'un GPS avec des ronds-points par exemple, qui sont les seuls moments où on peut modifier la totalité du futur en bloc. Est-ce que nous avons du coup la capacité finalement d'activer la réalisation d'un futur en particulier parmi ces myriades de futurs potentiels? Est-ce qu'on peut choisir le futur en quelque sorte qui va se manifester dans notre réalité parmi tous ces futurs en gestation? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut choisir effectivement le futur. Alors, si on fait un choix, on va dire aléatoire, on choisit n'importe quoi, etc., d'abord on n'est pas sûr que ce choix soit possible à l'intérieur du multivers. D'accord ? Donc il est plutôt intéressant de connaître d'avance quels sont les choix quels sont les futurs possibles. D'accord ? Et c'est là qu'on rentre dans la spiritualité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas isolés. Dans l'espace-temps, nous sommes reliés à plus grand que nous-mêmes, ce qu'on appelle le soi. Et notre soi, qui nous est inconscient à nous-mêmes, est en mesure de savoir, lui, quelles sont les réalités futures qui sont possibles et qui sont en plus les meilleures pour nous. Et donc c'est en se connectant à son soi qu'on va pouvoir capter la vibration qu'il nous envoie en quelque sorte et qui va nous permettre effectivement de vibrer notre meilleur futur. On ne peut pas, c'est pas quelque chose qu'on va choisir par le mental. Si je choisis d'avoir une belle voiture, devenir riche, etc., ce n'est peut-être pas le destin qui est possible pour moi. Hein, ça peut arriver, mais bon, je ne peux savoir qu'en étant à l'écoute de mon moi profond, c'est-à-dire de mon soi. C'est-à-dire c'est en se déconditionnant de tous les conditionnements mentaux, émotionnels, égotiques qui façonnent notre personnalité, qui est le faux moi, qui est notre fausse identité. Notre personnalité est notre fausse identité. Notre personnalité est l'identité que l'on utilise pour que l'on puisse s'adapter à la société. D'accord ? Mais notre véritable identité, elle est autre. Et c'est quelque chose que l'on peut appréhender par le ressenti, par la connexion à son moi profond. D'accord ? Et c'est en passant par cette véritable identité que l'on va pouvoir récolter la vibration de ce qui est le meilleur pour nous dans le futur. Ça fonctionne comme ça. Est-ce que ce moi profond, cette véritable identité, c'est quelque chose qu'on pourrait définir par exemple par le mot âme ? Tout à fait, oui. On peut le définir par le mot âme, on peut
On peut différencier la notion d'âme et la notion d'esprit. L'âme est reliée plutôt à tout ce qui concerne l'expérience, le chemin, la mémoire, alors que l'esprit, c'est plutôt tout ce qui concerne l'intention, la destination. Voilà. L'âme et l'esprit, de même que la conscience et le corps, sont quatre entités reliées. Hein. Donc on fonctionne selon 4 niveaux. Le niveau matériel, le niveau de la conscience incarnée, le niveau de la conscience désincarnée qu'on appelle âme, de l'autre côté, dans l'autre versant de l'univers probablement, c'est une théorie, et l'esprit. L'esprit qui correspond à l'antimatière, mais ça, laissons de côté ça pour le moment. C'est-à-dire que finalement, notre réalité dépend en fait aussi de nos états de conscience et de nos émotions, de nos pensées. Oui, alors il faut comprendre que ceci aussi est conditionné par le mental. Il y a une partie de nos émotions, en général nos émotions négatives, qui est produite par le mental. Le mental n'est pas capable de produire d'ailleurs des émotions de joie, le mental ne va pas produire les émotions transcendantes, sinon ça se saurait. Hein, puisque on peut être en joie dans des conditions très difficiles, c'est pas... voilà, par contre, le mental est parfaitement capable de produire la peur, etc. C'est-à-dire que les conditionnements vont en général produire des émotions négatives. D'accord ? Et les émotions négatives vont également nous enfermer dans des conditionnements. D'accord ? Donc il y a les conditionnements émotionnels qui souvent correspondent à des jugements ou à des peurs. Il y a les conditionnements mentaux qui correspondent à notre système de croyance. Et il y a le conditionnement lié à l'ego qui correspond à la protection de la personnalité. Ces 3 sources de conditionnement nous empêchent de nous relier à notre moi profond, à notre soi, à notre âme. D'accord ? La peur, en particulier, nous empêche. D'accord ? Si on veut empêcher aux gens si on veut les empêcher d'évoluer, si on veut les empêcher d'être créatifs, de se relier à leur âme, bien on leur fait peur et là c'est garanti, ça fonctionne. Je le dis par rapport à la situation géopolitique actuelle. Dans votre livre, vous parlez effectivement aussi donc, beaucoup de l'intelligence émotionnelle. Vous soulignez l'importance de revaloriser cette intelligence émotionnelle, celle du cœur, que vous appelez aussi l'intelligence vibratoire ou l'intelligence intuitive. Donc vous dites effectivement qu'elle a été réduite à peau de chagrin finalement dans notre société au bénéfice du mental, donc de cette intelligence analytique dont vous avez parlé. Qu'est-ce qui justement distingue cette intelligence émotionnelle de l'intelligence analytique et quelles sont ses facultés, ses propriétés, pourquoi est-ce qu'elle est vraiment importante? Alors, déjà, l'intelligence émotionnelle qui est liée à la conscience vibratoire, c'est ce qui subsiste. C'est ce qui subsiste après notre mort. Ça n'est pas lié au corps. Ce que le corps et le cerveau font, c'est d'obliger d'astreindre la conscience à un certain type de fonctionnement, un peu comme si la conscience habitait dans un habitacle et qu'elle devait presser des boutons, etc. Hein, c'est ça qui génère le temps, l'espace, nos sensations, enfin les sensations, non ça c'est vibratoire, mais tout ce qui est d'ordre analytique, on va dire, hein, parce qu'il ne faut pas confondre le mental inférieur qui est analytique, qui fonctionne dans le temps, et le mental supérieur qui est intuitif, qui peut quand même fonctionner avec des concepts. Il existe des concepts d'ordre vibratoire qui sont à la base de l'intuition et qui est, là aussi, ce sont des choses qu'on garde ou qu'on avait même avant de s'incarner. Et donc l'intelligence
analytique, elle est uniquement vouée à adapter l'humain à une configuration, à la configuration actuelle de la société, de manière à faire qu'il se réalise dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est lié à la communication. L'intelligence analytique est liée, en fait c'est une intelligence qui est faite pour la communication, pour qu'on puisse s'entendre. Elle est faite pour aboutir à un consensus. Peu importe que le modèle de la réalité soit vrai ou faux, le mental n'est pas apte à déterminer ce qui est vrai. La notion de vérité n'est pas de l'ordre du mental. La notion de vérité, elle est de l'ordre de l'expérience et du ressenti. Ce qui valide une vérité, c'est toujours la joie. Il n'y a jamais de neutralité dans la notion de vérité. La notion de... Tous les grands mathématiciens, les grands physiciens le savent. Une vérité doit être essentiellement belle, elle doit être essentiellement harmonieuse, elle doit permettre de faire quelque chose de profond. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui peut être de l'ordre... peut pas être relative. Peut pas être relative parce qu'elle serait relative à un système de pensée. Or, ce système de pensée, il est voué à disparaître. On ne peut pas fonder. Donc, on ne peut créer que des vérités relatives. Et le cerveau analytique n'est fait que pour appréhender des vérités relatives qui vont, quand une vérité relative, c'est-à-dire une vérité dont on se fiche de savoir si elle est vraie ou fausse, mais son avantage est qu'elle va aboutir à un consensus sur le réel de manière à ce que les gens s'entendent, que ce soit en matière de science ou dans la vie quotidienne. Qu'elle nous permet finalement de vivre en bonne intelligence normalement. Voilà, et je continue de répondre à la question que vous m'aviez posée tout à l'heure concernant le scientisme. Le scientisme, justement, opère cette confusion qui consiste à croire qu'on peut aboutir à la vraie vérité par l'intermédiaire du mental. Ça, c'est fondamentalement impossible. On ne peut aboutir qu'à des vérités consensuelles. Oui, puisque vous soulignez dans votre livre que finalement le scientisme nous piège dans le mental. Le scientisme nous piège dans le mental et nous fait croire qu'on peut aboutir à une appréhension du vrai, du réel par le mental, alors que le mental est juste un piège qui est là pour... Enfin, de ce point de vue-là, du point de vue de la recherche de vérité, c'est un piège. Mais le mental, il est là pour nous permettre d'aboutir à un consensus afin que nous puissions nous entendre en société. Et comment l'intelligence émotionnelle finalement se manifeste-t-elle à nous? Est-ce qu'elle est facilement accessible ou est-ce qu'on doit cultiver une forme de lâcher-prise pour y être plus sensible? Alors l'intelligence émotionnelle, d'abord, il faut comprendre qu'elle a été largement dégradée, appauvrie, dévalorisée, etc. D'accord? Donc par exemple, concernant les intuitions, on dit souvent que les intuitions peuvent être fausses. En fait, ce n'est pas vrai. L'intuition, au départ, c'est un ressenti. Par définition, ce ressenti, il est vrai. C'est le décodage de cette intuition, puisqu'elle est à destination du mental, c'est lors du décodage que l'intuition devient fausse. C'est-à-dire c'est ce qu'on en fait à destination du mental qui amène à des erreurs. Mais bon, on fait une erreur justement du mental en considérant que les intuitions ne sont pas fiables. En réalité, si on apprend à développer ces intuitions, toutes les intuitions sont fiables dans le premier instant. Hein? Alors, il ne faut pas non plus confondre deux types d'intuitions. Le type d'intuition qui est transcendante, qui ne vient pas du cerveau, qui est liée à la conscience vibratoire, et le type d'intuition qui est lié à l'expérience, parce que dans notre appréhension de notre expérience, il y a aussi une démarche vibratoire. C'est-à-dire que là où l'analytique peine à appréhender un réel trop complexe, c'est l'appréhension vibratoire du réel qui va nous apporter la solution. Mais ça va partir de notre expérience.
Est-ce que ça, vous dites que l'intelligence émotionnelle, finalement, elle a deux pôles. Le pôle qui est effectivement basé sur l'expérience, et puis un autre pôle qui est basé sur la reliance, la guidance. Exactement. Et donc, le pôle qui est basé sur la reliance, la guidance, par définition, l'information, quand elle arrive, elle est vraie, elle ne devient fausse que lors du décodage. Par contre, le pôle qui provient de l'expérience, on peut très bien avoir une mauvaise expérience et donc se tromper lors d'une intuition, avec une intuition qui provient de notre expérience. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la joie profonde et authentique qui est procurée par le fait de ressentir une intuition constitue une forme de signature qui permet justement de nous indiquer que ce n'est pas notre mental qui est en train de nous leurrer finalement. Exactement, parce que le mental, il n'est pas capable de produire la joie, il n'est pas capable de produire... Et c'est une guidance à ce moment-là. Hein, justement, là c'est la différence entre la guidance et l'expérience. Donc seule la guidance nous permet de ressentir la joie qui va faire que on va changer sa vie, découvrir sa vocation, se destiner à quelque chose qui nous met justement en joie, etc. Ça, c'est quelque chose qui est complètement transcendant. C'est d'ailleurs Spinoza qui le disait. Oui, parce que vous dites aussi dans votre livre, vous parlez aussi de la philosophie, beaucoup de la physique, mais vous dites qu'il est très important aussi d'établir aussi un lien entre plusieurs disciplines. Alors, vous parlez aussi de la psychologie et de la philosophie. Et on comprend que finalement, pour vous, c'est la philosophie qui doit être aussi une sorte de garde-fou. Oui, bah ça, je le dis à la fin du livre, d'ailleurs, je le rappelle à la fin du livre, c'est la philosophie qui devrait être la locomotive de la science, et pas les mathématiques. Les mathématiques, c'est de la technique, c'est utile, mais ça doit être considéré comme de la technique. Alors que la philosophie est capable de nous proposer de nouvelles conceptions du réel, et puis on peut les laisser se concurrencer les uns les autres. Et la philosophie est capable de proposer à la physique d'autres voies que celle dans laquelle elle est aujourd'hui piégée. Donc on devrait réanoblir la philosophie pour en faire la locomotive de toutes les sciences. Et alors, pour revenir aussi un instant sur ce que vous expliquez sur l'intelligence analytique qui est liée au mental et l'intelligence émotionnelle plutôt liée au cœur, vous parlez de l'importance de cultiver ce que vous appelez une forme de voie du milieu, c'est-à-dire finalement de tendre vers un équilibre entre cette intelligence émotionnelle et cette intelligence analytique, entre le cœur et le mental, qui doivent se compléter et s'ajuster, se concilier de manière harmonieuse pour permettre à l'individu de réaliser son plein potentiel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus voilà, dans l'extrême. Non, mais j'ai tendance à survaloriser l'intelligence émotionnelle parce qu'on est dans l'excès inverse. D'accord, mais il est évident que maintenant, si on se met à... Si on est sage et qu'on... c'est la voie du milieu qui compte, parce que si on utilise trop son intuition, son intelligence émotionnelle, etc., sans se raccrocher suffisamment au mental, on va finir par se dissocier de la société, on va finir par s'isoler, on va finir dans un monastère, on va finir je ne sais pas où, mais où on sera considéré comme un illuminé, etc. Hein, d'accord ? Parce que en fait, le problème est que l'émotionnel n'est pas partageable. L'émotionnel est un mode d'appréhension du réel qui ne peut pas permettre d'aboutir à un consensus. On ne sait pas ce que ressentent les autres. On arrive, grâce à des mots, à communiquer ce qu'on ressent, mais en général, le ressenti n'est pas scientifique. La science a raison de rejeter le ressenti et même l'expérience comme méthode d'appréhension du réel scientifique, hein, de la méthode scientifique. La science, elle est très très bien dans ses méthodes. Simplement, la science n'est pas le seul moyen d'appréhension du réel. C'est juste ça qu'il ne faut pas oublier. Et là, donc, effectivement, l'intelligence émotionnelle a son rôle à jouer, mais il faut conserver l'équilibre entre les deux. Et l'équilibre, il est dans la justesse. C'est-à-dire qu'il y a, d'un côté, la justesse est au centre de l'équilibre, et il y a du côté mental
la logique et l'analyse, et du côté émotionnel, la subtilité et l'intuition. C'est à partir de la subtilité qu'on commence à rentrer dans le ressenti. Parce que la subtilité échappe à beaucoup. Et c'est par l'intermédiaire du ressenti qu'on parvient à être subtil. D'accord ? Les personnes qui ne fonctionnent pas dans le ressenti n'arrivent jamais à dépasser. C'est pour ça que le public aime bien d'ailleurs les personnes qui font preuve de subtilité avec quelques réflexions. On en a beaucoup en France, enfin, j'ai pas des noms à citer, mais bon, c'est ce qu'on appelle l'esprit de finesse aussi. D'accord ? L'esprit de géométrie, l'esprit de finesse. Il y a les deux. L'esprit de finesse, il vient de l'intuition et de la subtilité. La subtilité, elle existe quand même en science. Mais c'est vraiment pour les esprits accomplis qui sont capables de rentrer dans une analyse extrêmement complexe pour saisir toutes les subtilités de quelque chose qui, si on le regarde, on essaye de l'expliquer de manière trop simple, va nous induire en erreur. D'accord ? En général, le grand public est induit en erreur. Et on devrait apprendre à l'école à développer notre centre émotionnel, ça nous rendrait plus subtil. Moi, j'ai quelques soucis de communication avec des personnes qui veulent voir les choses de manière trop simpliste en utilisant des narratifs qui vont coller au réel, ok, mais qui ne vont pas rentrer dans la subtilité du réel. Alors que si on rentre dans la subtilité du réel, c'est-à-dire de la manière dont les choses devraient être plus finement interprétées, on comprend que les narratifs sont pauvres et peuvent nous induire en erreur. Éviter le prêt-à-penser aussi, essayer de penser par soi-même. Le prêt-à-penser. Le prêt-à-penser, c'est du narratif qu'on nous vend et qui nous empêche d'accéder à une version plus subtile de la réalité. Tout est toujours plus complexe que la manière... le complotisme, par exemple. Le vrai complotisme, c'est un manque de subtilité dans l'appréhension du réel. Bon, ben, il y a une exploitation abusive de cela à travers le complosophisme, qui consiste à voir du complotisme partout. D'accord ? Mais là, c'est un anti-complotisme qui est pas mieux, même encore pire que le complotisme. Le complosophisme. C'est une façon de rejeter encore la subtilité du réel, que ce soit les uns ou les autres. On rejette dès que c'est trop complexe. C'est parce qu'on n'a pas appris à développer notre centre émotionnel à l'école. Pour vous, il y a une vraie lacune au niveau de l'éducation, justement, sur cette intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, en plus, c'est ce qui permet de comprendre mieux l'autre. C'est ce qui permet d'être sage devant un comportement qui nous apparaît comme aberrant. Évidemment, on n'est pas dans la tête de la personne qui a ce comportement aberrant. Mais dès qu'on a... Mais c'est arriver à prendre en compte qu'il nous manque toujours des informations pour mieux comprendre les autres. Donc faire preuve d'empathie aussi. Et du coup, ça nous aide à faire preuve d'empathie. Et le fait de faire preuve d'empathie nous aide à être subtil concernant le regard sur les autres. Après, on est aussi dans une société qui est peut-être aussi beaucoup centrée, alors peut-être liée à ce paradigme matérialiste dont vous parliez, sur l'individu, sur l'individualisme, et puis la compétition, la loi du plus fort. Sur le mental, sur le verbe qui justement nous conduit à faire confiance au narratif, ce qui peut être facilement expliqué a tendance à s'imposer. Et qui permet de jouer aussi sur les peurs dont vous parliez, et puis du coup de manipuler le mental de chaque individu. Totalement. C'est ce que vous dites aussi, c'est qu'il ne faut pas, dans votre livre, il ne faut pas être esclave de nos émotions, puisqu'elles ont les capacités d'influencer notre futur, et donc de nous rendre libres dans un certain sens. Et alors, vous dites aussi que paradoxalement, certaines émotions dites négatives peuvent aussi avoir des vertus, mais en fonction des circonstances dans lesquelles elles se manifestent.
Oui, en plus, bon, parce que ça, je pense que je l'explique assez bien. Il ne faut pas être réductionniste au niveau du potentiel des émotions à créer le futur, parce que la joie ne crée rien du tout. La joie, sans son contenu, sans la pensée qui irait avec, ne permet pas d'adresser une réalité bien précise. Dans le multivers de possibilités à vivre, allez, admettons qu'il y a un quart de vécus potentiels qui vont nous mettre en joie, ça fait encore une myriade. Le fait de mettre en joie ne va pas dire dans quel futur on va, tout ça va se diluer. Alors que si on éprouve la joie d'être quelqu'un qui va faire quelque chose de très particulier, que peut-être même on sera le seul au monde à faire, alors là, on est en train de cibler un futur qui a toutes les chances de se réaliser. Lorsqu'un futur ne se réalise pas, malgré l'investissement émotionnel qu'on a eu, c'est à cause de cela. Maintenant, il y a autre chose. La joie n'est pas n'est pas la seule émotion créative. En général, les émotions créatives, elles font intervenir un mélange d'émotions négatives et d'émotions positives. Le courage, par exemple, qui est extrêmement créatif, qui est porteur, c'est quelque chose qui fait intervenir d'abord les 3 centres du ressenti, etc., mais le ressenti du risque, la peur, il y a même de la peur dans le courage, et donc vous voyez que c'est pas aussi simple. Il y a beaucoup d'émotions créatives, créatives à elles seules, même sans la pensée qui va permettre de préciser le futur qui est adressé. Rien que la complexité émotionnelle va déjà permettre une certaine créativité à condition qu'elle mélange à la fois des émotions positives et des émotions négatives. Et ça, c'est proprement humain. On peut ressentir, par exemple, vis-à-vis de certaines personnes, on peut avoir une compréhension où on va ressentir toute la noblesse d'une tristesse, des choses comme ça. Et donc ça, c'est proprement humain, et c'est ça qu'il est important de développer. J'en parle lorsque je dis que la voie du milieu est la meilleure façon d'exercer notre libre arbitre. C'est-à-dire que si on a une connexion au soi trop parfaite, ça n'est pas bon. Si on a un comportement trop orienté vers l'ego, évidemment ce n'est pas bon, mais si on a un mélange des deux, où on est capable d'appréhender la nécessité de traverser ou d'accepter ou de faire des compromis dans des situations humaines, là on est dans le meilleur chemin de l'accomplissement. C'est là que joue la compassion, c'est là que joue la compréhension, c'est là que joue justement la subtilité dans le regard de l'autre, etc. Donc finalement, est-ce que ça signifie que par nos pensées et nos émotions, en fait, chacun a une responsabilité dans ce qui advient au cours de sa vie, hein, selon ce qu'il... Voilà, ouais, tout à fait. On a une responsabilité qui, heureusement, se limite au cours de sa propre vie. C'est-à-dire que si nos émotions et nos pensées, évidemment, avaient une action sur les autres vies, non, on a une signature vibratoire qui nous est propre et qui fait que nos pensées et nos émotions n'adressent que nos propres lignes de temps. D'accord ? Ce n'est pas en envoyant de l'amour en pensée à quelqu'un qu'on va le rendre plus heureux. D'accord ? C'est plutôt par des faits et gestes. Hein ? Et voilà, il importe de s'aimer soi-même, d'ailleurs, pour que justement on puisse apporter la meilleure aide possible aux autres. Ça, c'est bien connu. Et c'est quelque chose aussi qui peut être difficile à accepter, le fait qu'on soit en partie responsable de notre réalité et du futur qui va se manifester. Notamment lorsqu'on est confronté à des épreuves pénibles, voire à des maladies, des choses comme ça.
faut prendre, oui, bien sûr, il faut prendre du recul. Hein, ça, c'est... Lorsqu'on est en situation dégradée, on est rendu impuissant. C'est vrai. Mais de toute façon, tout est toujours provisoire, tout est impermanent. Moi, je sais que je traverse des périodes où il faut que je sois patient, parce que je sais que je ne peux pas exercer mon potentiel créateur dans ces situations-là, ou alors si, mais à condition d'en profiter pour enrichir mon registre du ressenti, mais bon, c'est quand même assez compliqué. On ne sait pas trop quels sont les... On n'a pas la... Enfin, si, ça peut arriver quand même dans des situations très difficiles. Hein, c'est d'ailleurs souvent au comble des épreuves de la vie qu'on retrouve la connexion, et même cette joie qui va nous servir de guidance. Mais lorsque c'est mielleux, lorsque c'est moyen, lorsqu'on est dans des situations juste un peu merdiques, c'est difficile de se connecter, ça, faut bien le reconnaître. C'est pour ça que c'est important de prendre des risques dans la vie. En fait, la meilleure façon de se reconnecter, c'est de prendre des risques. C'est le fait de chercher à se sécuriser qui finalement représente le plus grand danger, paradoxalement. Et ça, justement, le fait de prendre des risques, est-ce que c'est pas plutôt lié à cette intelligence émotionnelle, et le fait de vouloir se sécuriser plutôt lié à l'intelligence analytique? Exactement. L'intelligence analytique, effectivement, c'est le mental qui, par l'intermédiaire de l'ego notamment, enfin le mental directement, qui nous amène à nous sécuriser, et l'émotionnel qui nous dit de prendre des risques. Donc ça signifie qu'il faut aussi peut-être apprendre à lâcher prise pour faciliter cette connexion et cette prise de risque grâce à l'intelligence émotionnelle. Le lâcher prise, le détachement et la confiance, ce sont les trois choses à cultiver, qui sont les trois efforts, parce que c'est pas évident. C'est les trois disciplines, apprendre, réaliser, soit une discipline, soit une action, que ça peut être la méditation, chez moi c'est surtout la randonnée, faire quelque chose qui va favoriser le lâcher-prise, le détachement et la confiance. Parce que le lâcher-prise va nous permettre de lâcher le mental, la confiance va nous permettre de sortir du conditionnement émotionnel, et le détachement, sortir du conditionnement de l'ego. Donc là, ce sont les trois travails à faire. Travail, ça ne se commande pas. Ça implique de changer quelque chose dans sa vie, de changer ses habitudes. Ça peut être suivre des conseils, hein, ça peut être... Une forme de cheminement aussi, peut-être un cheminement intérieur aussi. C'est un cheminement intérieur, on est là pour apprendre, nous avons une âme qui est là pour apprendre elle-même de nos expériences. Aussi une forme d'humilité peut-être pour être capable d'envisager tout ça. Oui. Oui, bien sûr. On n'est pas des magiciens comme ça sur commande. On est peut-être fait pour devenir des magiciens dans le futur ou dans d'autres vies. Ça, j'y crois. Mais dans cette réalité, il y a du boulot. Oui, parce que dans votre livre, justement, vous expliquez donc, que ces nouvelles compréhensions de la conscience pourraient permettre à terme de retrouver nos facultés extraordinaires. Et vous ajoutez aussi nos liens fondamentaux avec la nature, ce qui est prometteur et promet un renouveau passionnant. Quelles sont les capacités, justement les facultés que nous pourrions développer ou redécouvrir à l'avenir grâce à cette physique de la conscience? Alors, moi déjà, je suis obligé de citer la capacité que nous avons à attirer des hasards favorables. Donc ça, c'est les synchronicités. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Ensuite, tout ce qui est le développement de l'intuition. Je ne parle pas de la vision à distance, hein, je parle tout simplement de l'intuition qui peut nous servir dans la vie de tous les jours, soit à trouver de bonnes idées, soit à savoir quoi faire, etc. Bien sûr, la vision à distance, mais ça, on va dire que c'est plutôt pour s'adonner au métier d'espion psychique, si on veut dire. C'est pas tellement
Ça va être intéressant pour prouver scientifiquement la réalité de la capacité de percevoir des informations à distance. Et d'une certaine manière, l'évolution de la conscience, l'éveil de la conscience va améliorer nos capacités de ressenti, que ce soit télépathique ou autre. Savoir comment se comporter, retrouver l'instinct de l'humain animal qui est en nous, savoir utiliser nos ressources propres qu'un fonctionnement beaucoup trop mental et une éducation nous a appris au contraire à délaisser. Donc ça, c'est plutôt en allant dans la nature. Retrouver le lien avec la nature va nous permettre de retrouver toutes ces perceptions, d'abord qui nous rendent heureux, et qui vont nous permettre d'avoir un comportement beaucoup plus adapté ensuite dans la société. Parce qu'on va augmenter notre sensibilité. Mais bon, alors pour ce qui concerne les facultés les plus extraordinaires, je veux dire les plus extraordinaires, mais qui concernent notre quotidien, c'est celles que j'ai citées. Après, les autres, bon, je sais, il y a des gens qui apprennent à sortir de leur corps. Je pense que ceci, ça existe depuis très longtemps et sera certainement développé dans le futur. Il y a des méthodes qui utilisent même des outils technologiques, des instruments qui vont favoriser la capacité que nous aurions de nous mettre dans un certain état vibratoire qui pourrait favoriser la sortie de corps, au bout de, bien entendu, beaucoup d'expériences. Toutes ces choses-là qui sont quand même... donc apprendre à percevoir des informations à distance, que ce soit dans le monde physique ou au-delà, et apprendre à voyager en conscience, y compris dans les rêves. La conscience est un système de navigation, elle doit être capable de se transporter quelque part, et elle est capable de se transporter quelque part, ne serait-ce qu'en partie, et elle est capable de ramener de l'information. Ce sont ces capacités-là qui vont être développées dans le futur, et la science va être obligée de suivre, hein, donc, parce que lorsque les technologies vont sortir, il va bien falloir... les laboratoires vont s'y mettre naturellement, hein. Donc moi je suis très optimiste là-dessus, parce que je maîtrise déjà une partie du sujet. Donc je ne vois pas comment ça ne ferait pas tache d'huile, mais simplement il faut du temps. Oui, parce que vous dites que finalement ces expériences, enfin ces phénomènes ont fait l'objet d'expériences justement scientifiques, hein, sont déjà étudiées. Oui, la vision à distance, la télépathie et la prémonition ou comme la sensation du futur proche sont étudiées scientifiquement depuis des décennies et ont fait l'objet de nombreuses publications et de méta-analyses sur ces publications qui démontrent que ces phénomènes sont réels. Absolument incontestable, même s'il y a des expériences qui ont raté, bien sûr. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre du projet Stargate mené par le gouvernement américain dans les années 70, qui était sur cette vision à distance. Voilà. Mais j'ai fait moi-même mes propres expériences avec le public, hein, avec 800 personnes et plus à d'autres moments, sur le web, avec une méthode scientifique, pour démontrer que soit à l'aide de proverbes et citations, ou d'images ou de légendes, ou même de publicités, on pouvait arriver à ouvrir la conscience à une perception du futur, à rendre... on pouvait développer la capacité démontrer que cette capacité de percevoir le futur existait. Le démontrer scientifiquement à l'aide d'expériences tout à fait, que je n'ai pas publié parce que en tant que physicien, je n'avais ni le temps ni le droit, si on peut dire. Mais bon, voilà, de toute façon, il y a eu énormément de publications qui ont été faites là-dessus et on ne peut pas continuer de les ignorer éternellement, surtout lorsqu'on commence à disposer d'un modèle explicatif. Vous avez aussi fait des ateliers, je crois, sur le phénomène des synchronicités.
J'en ai fait beaucoup et je continue d'en faire. Voilà, en essayant de les faire évoluer un petit peu à chaque fois. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'est qu'une synchronicité pour les gens qui ne sauraient pas? Alors une synchronicité, c'est une coïncidence étrange, comme la survenue de deux événements qui n'ont rien à voir avec l'un avec les autres au même moment, et ça pose une interrogation. Et qui en même temps a un sens pour la personne qui la vit. C'est-à-dire que ça ne suffit pas qu'il y ait une coïncidence étrange, il faut ensuite que cette coïncidence soit porteuse de sens. Et lorsque ce sens est manifeste, au point qu'il soit ressenti émotionnellement comme étant vraiment... au point qu'il aboutisse à une surprise émotionnelle, donc il y a le sens, l'information, la surprise émotionnelle, la rareté, hein, l'improbabilité de l'événement, tout ça, ce sont les trois critères de présence d'une synchronicité. C'est ce qui permet justement de la distinguer. Ça sert de guidance. L'improbabilité permet de la distinguer d'un hasard qui pourrait être le résultat d'une projection. Le caractère émotionnel permet de distinguer aussi d'une analyse du mental, parce que le mental a tendance à fourrer son nez partout et à vouloir voir des synchronicités partout. Et puis le sens, c'est évident, parce que ça fournit d'emblée l'interprétation qui sert de guidance. Est-ce que vous écrivez que les synchronicités sont des événements qui parlent, qu'on comprenne finalement ou non leur langage, et qu'elles nous initient à la spiritualité notamment? Ben oui, parce que c'est un peu comme la magie qui s'insère dans notre vie, puisqu'on n'a pas été habitué à l'école à croire que la réalité pouvait fonctionner comme ça. On nous a même moqué. On a même moqué les personnes qui croient qu'en brûlant un cierge, elles vont... Enfin voilà, toute forme d'action de la conscience sur le réel a toujours été bannie par la science. Et à juste titre, parce que bon, tant qu'on est là dans des croyances naïves, même le New Age fait partie de ces croyances naïves, parce que le New Age, c'est franchement extrêmement réducteur. En l'absence de modèles scientifiques, il est normal qu'on tombe dans ce piège qui consiste à croire que, d'une manière simpliste, notre conscience peut avoir une action sur le réel, sur le futur. C'est pas simpliste, c'est compliqué, c'est subtil. Ça implique la connexion au moi profond, ça implique un adressage correct, faisant intervenir pensée et émotion, ça implique tout un tas de choses qui font qu'on ne peut pas s'en servir comme un outil que pourrait maîtriser le mental. Ça implique en plus le lâcher prise, le lâcher du mental. Donc tout ça, c'est pas dans le... Voilà, c'est pas quelque chose dont on peut faire une recette. Il n'y a pas de recette. La seule recette, c'est l'authenticité de l'être. Et c'est pas une recette. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle aussi et de son développement, de ses potentialités ces derniers temps. Alors certains trouvent ça passionnant, d'autres finalement trouvent que ça peut faire aussi un peu peur, enfin qu'il y a de quoi s'inquiéter. On a les deux façons d'aborder ce sujet. Vous en parlez dans votre livre et vous soulignez en fait que cette intelligence artificielle, elle ne dispose pas du bon sens que confère l'intelligence émotionnelle aux êtres humains et que, par conséquent, ces capacités, si de prime abord elles peuvent paraître impressionnantes, sont en fait relativement limitées. Tout à fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil. Il ne faut pas confondre l'utilisateur de l'outil et l'outil lui-même. On est rentré depuis longtemps, hein, par matérialisme, dans l'idée que l'intelligence, elle est dans l'outil et pas dans la personne qui utilise l'outil. C'est complètement idiot. D'accord ? Même si l'outil a été intelligemment conçu, c'est pas l'outil qui est intelligent, c'est celui qui a conçu l'outil qui est intelligent et l'utilisateur qui est intelligent. Et quand vous prenez ChatGPT,
Il y a plein d'intelligence humaine autour. Il y a l'intelligence qui n'est pas très intelligente d'ailleurs, qui est la masse de données du web. Il y a l'intelligence de la société qui veut faire du business avec. Donc ça, autant dire que ça va introduire un biais. Il y a l'intelligence du programmeur, ou des développeurs de l'outil. Et il y a l'intelligence de l'utilisateur qui est probablement la plus importante. Donc je crois que j'en oublie même une 5e forme d'intelligence. On n'a que de l'intelligence humaine là-dedans. Et l'intelligence la plus importante là-dedans, ça va être l'intelligence de l'utilisateur. Donc concernant ChatGPT, on va pouvoir s'en servir correctement si on maîtrise ce qu'on lui donne à manger, c'est-à-dire la question qu'on lui pose, les petits dièses qu'on rajoute après, parce que c'est un outil qui peut aller beaucoup plus loin que simplement d'analyser le verbe qu'on lui rentre. Et on peut rentrer aussi, mais ça c'est pour les techniciens. Voilà, l'outil va impressionner évidemment, puisqu'il va être, en plus il va maîtriser le langage naturel, donc il va être capable de comprendre, entre guillemets, c'est pas une compréhension consciente, hein, c'est juste une analyse. Donc il va être capable d'analyser la demande de l'utilisateur, et comme l'utilisateur n'a pas l'habitude qu'un programme soit capable d'analyser une demande, il va être impressionné. Or non, il n'y a pas à être impressionné. Ça reste un outil, il n'y a rien. C'est même pas vraiment un réseau de neurones. C'est un outil qui est presque comme un système expert. Et donc il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il n'y a pas plus d'intelligence que ce qu'on a mis dedans et la manière dont on l'utilise. Mais c'est toute la mystification autour de l'intelligence artificielle qui pourrait devenir consciente. Cette mystification, elle est faite depuis des décennies, et surtout depuis l'université de la singularité aux États-Unis dans les années 2005. Ils ont tout misé là-dessus, ils ont mis énormément d'argent pour évangéliser les gens. Hein. Parce que évangéliser le système de pensée, ça permet aux gens de croire, et donc ils achètent. Ils rentrent dedans, et puis plus vous mystifiez, plus ça... Moi j'ai des mails de personnes qui me demandent « Monsieur Guillemant, qu'est-ce que vous pensez d'un tel qui... » je ne sais plus quelle femme, ou personnage de fiction en fait, annonce qu'elle a intégré tout le web depuis 20 ans et qu'elle en est arrivée à un potentiel de superconscience. C'est-à-dire d'emblée on fait croire aux gens que, ben voilà, comme on exploite beaucoup plus de données qu'un cerveau le fait, bon, on va aboutir à une superconscience. Eh bien, si ça marche, c'est parce qu'il y a des gens qui y croient. Donc on entretient le mythe, et on continue d'entretenir le mythe à partir du moment où il y a des gens qui y croient. D'accord ? Et ça fait partie de l'effondrement actuel, parce qu'évidemment, ces gens-là vont devoir se faire dégriser, quoi, la pensée. C'est-à-dire que quand ils vont tomber de haut, quand ils vont comprendre que cette intelligence n'est absolument pas intelligente et qu'elle est même dangereuse. Elle devient dangereuse à partir du moment où ça modifie notre système de croyance et qu'on tombe dans l'erreur. C'est-à-dire on vénère en quelque sorte cette intelligence artificielle. On vénère un outil, c'est complètement ridicule. C'est très naïf en plus. C'est revenir à la notion de religion, mais cette fois-ci dans le domaine matériel, transhumain. Le transhumanisme est une religion. Est-ce que ça ne conduit pas aussi justement à rejeter une part de notre humanité? C'est cette adoration qu'on peut avoir pour les machines, l'intelligence artificielle. De toute façon, ce rejet de notre part d'humanité, il existe dans notre société, il est inscrit dans notre éducation. Donc ça conduit à accentuer ce trait-là. Le système de pensée erroné dans lequel on fonctionne nous amène à rejeter notre part d'humanité, du fait qu'on rejette notre intelligence émotionnelle, on rejette notre conscience vibratoire, ses facultés, tout ce qu'on vient de dire. Quel est le point ou les points les plus importants que nos auditeurs devraient retenir de cet entretien selon vous?
Le point le plus important, c'est de comprendre que nous avons en nous un immense potentiel à travers notre conscience, qui n'est pas le produit du cerveau, mais que et que l'on peut se servir de cet immense potentiel pour notre vie, y compris quotidienne. Sauf que nous avons été trop longtemps immergés dans un système de croyances qui nous a complètement emprisonnés dans une matrice de la pensée dont il est difficile de se défaire. Donc il faut, si l'on veut bien accepter de croire dans ce discours que j'ai, et que l'on veut s'en servir pour sa vie personnelle, il importe d'abord de s'instruire, donc s'instruire, lire des livres à ce sujet-là, mais aussi il importe avant tout et surtout de se déconditionner de cette matrice de pensée, cette matrice émotionnelle, de se déconditionner de nos croyances, de nos jugements, et donc de lâcher prise, de se faire confiance et de se déconditionner de l'ego, de ne pas se tromper sur notre identité. Nous ne sommes pas notre personnalité. Notre personnalité est l'outil que nous avons utilisé pour œuvrer dans ce bas monde, mais ce n'est pas notre personnalité. Notre personnalité, elle disparaît après notre mort. Et donc, et ceci d'ailleurs, il est important de lire beaucoup, justement, notamment d'écouter les témoignages de mort imminente pour se faire un point de vue là-dessus, parce que ça va permettre d'échapper à la peur de la mort. Et bon, petit à petit, si on arrive à mettre de la rationalité là-dedans, si on arrive à y mettre aussi un peu d'expérience à travers le vécu, de synchronicité par exemple, bien on va petit à petit, mais ça va prendre longtemps pour quelqu'un qui vient juste d'apprendre ça. Mais il faut, voilà. Et bien là, on va petit à petit échapper à cette matrice et puis découvrir l'immense potentiel de sa conscience et arrêter de voir. Peut-être que le meilleur message que je pourrais donner, c'est qu'on a tellement l'habitude de rejeter sur les autres ses propres peurs, ses propres problèmes émotionnels. Et donc, il y a une sorte de loi en psychologie de la physique, de la conscience, qui dit que tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est un service qui nous est rendu pour découvrir ce qui chez nous déclenche cette haine, par exemple. C'est-à-dire il n'y a rien rien de négatif ne peut être perçu chez les autres qui n'est pas produit par un problème que nous avons en nous-mêmes. D'accord ? Donc, comprendre qu'il faut arrêter de rejeter la responsabilité de notre mal-être sur les autres. C'est probablement la chose la plus importante. Et la société fait tout pour nous empêcher, parce qu'à l'heure actuelle, avec les guerres et tout ça, c'est un peu comme si on voulait nous obliger à continuer de rejeter la responsabilité en prenant parti, etc. Alors que c'est nous-mêmes qui avons la responsabilité de ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, c'est à l'échelle collective. Mais à l'échelle individuelle, c'est important d'acquérir cette leçon. Alors, on ne va pas l'écrire simplement, on ne va pas me croire sur parole, mais analyser ce qu'on a peut-être vécu dans sa vie, dans le passé, pour comprendre qu'on a nous-mêmes créé tout cela, y compris tout ce qu'on projette de négatif chez autrui. Voilà, je pense que c'est le meilleur de ce que je puisse conclure, qui peut être utile à nos auditeurs. Merci beaucoup pour votre éclairage, Philippe Guillemant. Merci à vous.